souverain du roi. C'est l'arbitrage de l'opinion. L'opinion, elle, en effet, est cette instance suprême qui permettra de juger de la dignité et de l'honneur des uns et des autres. C'est ce qu'explique Rousseau. Dans une très inattendue défense de l'honneur, lorsque Rousseau explique qu'il est nécessaire de préserver le tribunal des maréchaux et qu'il faut mettre le tribunal des maréchaux dans une position de surplomb vis-à-vis de l'autorité royale. Voilà ce qu'il écrit. Rien n'étant plus indépendant du pouvoir suprême que le jugement du public, le souverain devrait se garder sur toute chose de mêler ses décisions arbitraires parmi les arrêts faits pour représenter ce jugement et qui plus est pour le déterminer. Il devrait s'efforcer au contraire de mettre la cour d'honneur au-dessus de lui, comme soumis lui-même à ses décrets respectables. Et donc, l'honneur, dans ce qu'il a justement d'irréductible à la loi, se place au-dessus de la loi et au-dessus du souverain. Au nom d'un principe que Rousseau énonce, qui est que la force des lois a sa mesure, celle des vices qu'elle réprime a aussi la sienne. Et c'est au nom de la force des vices que l'honneur doit être sanctuarisé, en quelque sorte, parce que l'honneur, précisément, c'est l'irréductibilité à la loi. Et donc, de cette façon, Rousseau sanctionne le pouvoir souverain de l'opinion, qui au bout du compte est le juge suprême de l'honneur. Et bien évidemment, vous pouvez en concevoir toutes les conséquences politiques. Alors, 2 mots sur la Révolution, je l'ai promis. 2 mots sur la Révolution. La Révolution française est censée mettre fin au régime de l'honneur, puisque c'est la fin des privilèges, c'est la fin de cette économie de la dignité, c'est la fin des communautés, et en particulier, quand je dis la Révolution, c'est aussi plutôt la République. Et on sait qu'il y a une déclaration de Robespierre contre le principe même de l'honneur, etc. C'est ce qu'exprime, par exemple, très bien Chamfort. Chamfort, dans ses Maximes, en 1995, explique que finalement, la Révolution française, c'est le triomphe de la loi. Et que le triomphe de la loi met fin au règne de l'honneur. Voilà ce qu'il écrit. On sent combien ce mot, l'honneur, renferme d'idées complexes et métaphysiques. Notre siècle en a senti les inconvénients, et pour ramener tout au simple, pour prévenir tout abus de mots, il a établi que l'honneur restait dans son intégrité à tout homme qui n'avait point été repris de justice. Autrefois, ce mot était une source d'équivoque et de contestation. À présent, rien de plus clair. Un homme a-t-il été mis au carcan? N'y a-t-il pas été mis? Voilà l'état de la question. C'est une simple question de fait qui s'éclaircit facilement par les registres du greffe. Donc la loi met fin au triomphe de l'honneur. Toutefois, comme l'a montré Anne Simonin, dans son livre sur le déshonneur en République, d'abord, la loi intègre l'honneur, en prévoyant dans le Code pénal de 1791 des peines infamantes. Les peines infamantes privent le citoyen donc de son honneur, et précisément, si elles l'en privent, c'est que tout citoyen est doté d'un honneur. C'est ce qui fait écrire à Anne Simonin cette formule concentrée et extrêmement marquante, que l'honneur est le principe du gouvernement républicain, puisque précisément elle donne chaque citoyen d'un honneur que seule la loi, dont seule la loi peut le priver. J'allais faire un petit développement sur le militaire, mais maintenant le temps passe. Mais par ailleurs, et ça c'est la démonstration de Charles Walton, le régime de liberté de la presse rend aussi, supprime toute forme de régulation de l'opinion et du verdict de l'opinion, et surtout toute forme de régulation des réputations. Désormais, la réputation est un libre marché qui ne peut plus être arbitré
par la loi parce qu'il n'y a plus de privilèges, parce qu'il n'y a plus d'inscription du principe de l'honneur dans la loi. C'est ce que d'ailleurs constate Tocqueville lorsqu'il écrit chez une nation démocratique, la loi de l'honneur existe, mais elle manque souvent d'interprètes. En effet, il n'y a plus de forme de régulation. Dès lors, ce qui s'instaure ici, c'est un régime politique de libre confrontation des réputations, soumise justement aux aléas irrationnels, aux aléas de l'appropriation par chacun de son sens de l'honneur, et c'était d'une certaine façon ce que Montesquieu avait anticipé en écrivant « Le sanctuaire de l'honneur, de la réputation et de la vertu semble être établi dans les républiques et dans les pays où l'on peut prononcer le mot de patrie. » Puisque potentiellement, c'est dans ces pays-là que les individus sont suffisamment pris en compte en tant que citoyens pour pouvoir défendre leur réputation. Et donc, on entre là dans un nouveau régime, d'une certaine façon, de la politique, qui est une forme aussi politique du sentiment ou du ressentiment fondée sur cette rivalité, sur cette querelle des réputations, et on comprend pourquoi le XIXe siècle fut le siècle de l'apogée du duel, de l'apogée de ces querelles qui ne pouvaient être arbitrées et du duel politique en particulier, autrement que par le fer des épées ou des balles des pistolets, sachant qu'il n'existe pas jusqu'en 1881 de loi régulant la diffamation. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Moi, c'est plus une remarque, mais je vous remercie pour cet exposé à la fois qui avait des résonances philosophiques aussi fortes avec tous ces auteurs que vous avez cités. Moi, c'est plus une remarque, ou je ne sais pas si elle est valable ou pas, mais c'est une différence de dénomination de l'honneur entre ceux qui condamnent l'honneur et ceux qui le valorisent. Je ne sais pas si c'est juste de dire que... ce qui m'a frappé, c'est quand vous parliez de Pascal. Pascal avait l'air de parler de l'honneur comme d'une passion qui était aveuglante, irrationnelle, qui s'opposait à la raison. Alors que chez Pascal, justement, il y a un terme, il y a un mot pour dire... il y a un sens donné au sentiment qui est assez fort, et le sentiment chez lui a une portée universelle, parce qu'il atteint les premiers principes, il atteint des vérités qui sont communes à tous, et il se distingue de la fantaisie, qui est justement le règne de l'arbitraire. Et je trouve ça intéressant, du coup, il utilise le terme plus de passion, alors que chez ceux qui valorisent l'honneur, où l'honneur est ce qui vient combler les creux de la loi, et qui est une manière de juger adéquatement une situation complexe avec de nombreux paramètres, etc. Là, on parle plus, dans ce que vous avez dit, de sentiment. Voilà. Oui. Je ne sais pas si c'est... Non, mais c'est très très intéressant. En effet, ça va m'amener à revoir le texte de Pascal, enfin les textes de Pascal, pour voir si c'est pas plutôt de fantaisie qu'il parle. En effet, j'en serais pas surpris. Parce que précisément les effets de appelons ça cette fantaisie, c'est de jeter le trouble et de jeter la confusion entre la grandeur, la vraie grandeur et les grandeurs d'établissement, c'est-à-dire de semer du désordre dans cette économie de la grandeur et donc de nous renvoyer et d'instituer la grandeur d'établissement pour ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire la vraie grandeur. Et donc, il y a très clairement chez Pascal, effectivement, une confusion dans ce sens et une altération du jugement dans ce sens. Et ce que je trouve par rapport au thème de la journée, justement, sur le sentiment et ses objets et l'objectivité du sentiment, je trouve que c'est intéressant de voir que, du coup,
le sentiment, lorsqu'il est valorisé comme faculté de juger une situation complexe que la loi n'arrive pas à juger, eh bien on parle plus de passion, mais justement peut-être enfin je sais, en tout cas en philosophie, il y a souvent le sentiment n'est pas quelque chose de purement irrationnel. Oui, je vois. Ouais, je voulais revenir sur les enjeux révolutionnaires et sur l'articulation entre l'individu et le collectif. Parce que là, y compris avec l'évocation du travail d'Anne Simonin, on est beaucoup sur la question de l'individu, de l'honneur individuel. Or, le sentiment de l'honneur dans le moment révolutionnaire, il est extrêmement actif sur un autre registre, le sentiment de participer d'un honneur collectif pour le pays en train de faire sa révolution. Il s'agit de faire respecter l'honneur du non-français. L'honneur du non-français, ce n'est pas l'honneur de l'individu en tant que tel, a priori, mais ça va rejaillir sur chacun des individus. C'est-à-dire que si le non-français n'est pas respecté, alors les individus qui composent ce non-français ne seront pas respectés. Et donc il y a tout un jeu entre l'articulation de l'individuel et du collectif qui se fait autour de cette question de l'honneur, qui vient démentir la position de Febvre dans Honneur et patrie. Voilà, l'honneur, c'est la question du privilège, et de la grandeur, et de la noblesse. Donc on comprend que jusqu'à aujourd'hui, le petit peuple ne jure pas sur l'honneur, mais sur la tête de ses enfants. Et parce que finalement, l'honneur n'appartient pas au petit peuple. Et en fait, dans le mouvement révolutionnaire, et en particulier dans le débat sur la guerre, et sur toute la question d'articulation entre guerre et patrie, cette capacité à mettre en jeu l'honneur collectif du non-français et l'honneur individuel se joue sur un geste qui, en tant que tel, est un geste qui a une portée sacralisante à nouveau, qui est le don patriotique. Et le don patriotique, c'est la capacité à donner une somme aussi infime soit-elle pour pouvoir participer à la gloire d'une victoire à venir si la guerre a lieu, de manière à ce que cette gloire rejaillisse sur chacun des individus. Et que donc on participe soit par les armes, soit par le don à cette expérience sacrée qu'est le combat. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a quelque chose qui est manqué sur l'événement révolutionnaire si on s'attache à la question de l'honneur et du déshonneur que du côté de l'individu. Parce que dans une certaine mesure, ce n'est pas une vraie question révolutionnaire, l'honneur individuel, s'il n'est pas relié par la réciprocité à cet espace. Absolument d'accord, c'est toute la partie sur la guerre que j'ai squeezée et effectivement que je voulais. Parce que du coup, dans le travail d'Anne Simonin, il y a la part de l'individu est très forte par rapport à cette part-là, qui est un peu latérale. Et on le voit très très bien effectivement dans les adresses à la Convention, au moment justement où il est question d'honorer des soldats, bien sûr, c'était à partir de ça, mais absolument dans cette rhétorique de l'articulation avec ce collectif, avec la nation, la République. Oui, je voudrais juste une demande de précision. En fait, il me semble que dans la fable des abeilles, le sentiment qui est véritablement posé au cœur de la dynamique de la ruche vertueuse, c'est l'honnêteté, plus que l'honneur. Et donc, je me demandais s'il n'y avait pas quelque chose comme des corrélats nécessaires pour faire du sentiment de l'honneur quelque chose comme une figure de la subjectivité, puisqu'au fond, tout ce que vous montrez avec beaucoup de... je trouve que c'est très convaincant, ce que vous montrez sur la question de l'honneur comme étant finalement une figure réfractée de la représentation de soi, qui renvoie aussi à la distinction entre l'amour propre et l'amour de soi, qui est une autre des dynamiques d'ailleurs qui irrigue le problème de la morale dans la ruche vertueuse, dans la ruche malhonnête. Ce que vous esquissez finalement, c'est une sorte d'histoire de la subjectivité qui passe, des figures de la subjectivité qui passent d'une représentation à partir du sentiment d'honneur à quelque chose qui serait beaucoup plus large, plus ouvert, plus républicain, entre guillemets, je ne sais pas. Et alors, il me semble que cette ambivalence sur honneur, honnêteté, elle montrait qu'on ne pouvait pas simplement isoler
la question de l'honneur, de tout un ensemble de sentiments corrélatifs qui... Alors je vous pose la question, je n'ai pas de réponse, mais il me semble en tout cas, notamment dans les textes de Mandeville et dans la façon dont il va être relu par tous les moralistes finalement du XVIIIe siècle, ils citent tous à un moment donné ou à un autre, soit pour y adhérer, soit pour s'y opposer, Mandeville. Donc s'il n'y avait pas là quelque chose qui était juste la face émergée de quelque chose de beaucoup plus profond qui engage une définition de la représentation de la subjectivité ou de l'individu, je ne sais pas, là je laisse à votre sagacité le soin de trancher. C'est une première remarque, et puis il y avait une deuxième remarque sous la forme de question, c'est une question du point de l'honneur. La formule est quand même très, très intéressante. C'est intéressant de constater que Pierre Bourdieu la reprend. Oui. Il la reprend lorsqu'il va décrire la société scolastique, Oui. mais il la reprend également lorsqu'il s'intéresse aux sociétés, au fonctionnement, voilà, aux sociétés, notamment dans son texte d'ethnologie kabyle, où la question du point d'honneur, et là il a une lecture, me semble-t-il, éminemment pascalienne. C'est-à-dire qu'en fait, on sent qu'il est complètement irrigué par la lecture qu'on propose Pascal, et c'est évidemment la forme active de l'intérêt. Il y a une sorte de boucle. Voilà, c'était juste. Est-ce que vous avez. Oui. Bah, d'ailleurs, je crois que Bourdieu disait lui-même que. Il se disait lui-même janséniste. Hein. Oui, tout à fait d'accord. C'est-à-dire que la lecture de Bourdieu est beaucoup plus proche de Pascal que celle de Montesquieu, par exemple. Alors, pour revenir sur la première question, oui, en effet, c'est bien cette question de l'affirmation de l'individu par rapport au groupe qui est en jeu. Et Tocqueville a une formule que je trouve excellente pour résumer la contribution de la rhétorique de l'honneur à cette articulation entre l'individu et le groupe. Il parle d'individualisme collectif. Et effectivement, tout est là, c'est-à-dire comment se construit une figure de la souveraineté absolue de l'individu dans la dépendance au groupe. Je crois que... voilà. Merci. Eh bien, nous séparer plutôt nous retrouver pour déjeuner maintenant et avant d'entamer un après-midi consacré aux Lumières écossaises. On reprendra à 14h15. Et en tout cas, merci à vous trois d'être venus alimenter nos réflexions sur le sentiment du XVIIIe siècle. Je pense que ça sera très riche pour nous pour la suite de nos travaux. Merci. Très heureux de votre connaissance. Merci d'être venu ce soir sur Jaurès. Non, je vous laisse, c'est bon, je laisse pas de revoir. Oui, merci. Bonne chance pour l'après-midi. C'est le centenaire de la Vendée.